Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. Après une petite trêve personnelle, on se retrouve pour un nouvel épisode. On va parler ensemble MLS. Donc là, ça s'enchaîne, vous le savez. On a eu des matchs le week-end dernier, on a eu des matchs cette nuit, dans la nuit de mercredi à jeudi. Et on a encore une journée ce week-end, plus la CONCACAF Champions Cup la semaine prochaine. Bref, des équipes qui enchaînent dans tous les sens. Une pluie de buts cette nuit. Et donc, sans plus attendre, on est parti pour un nouvel épisode de MLS Time. Let's go! Nouvel épisode, alors qui va être un petit peu particulier aujourd'hui. D'habitude, vous savez, je vous fais un petit peu le résumé des matchs du week-end. Ensuite, on a les actus club et enfin, on finit sur la partie fantasy. Aujourd'hui, clairement, je vous avoue, cette nuit, j'ai vu 0 match. Vous parlez des matchs du week-end dernier, je vois pas trop l'importance puisqu'il y a eu des nouveaux matchs. Donc cette nuit, j'ai vu que les résumés, mais il y a quand même eu quelques réponses parmi les résumés, parmi les fiches de stats également. Et bien sûr, on va parler de ce qui s'est passé un petit peu. On va parler aussi des actus, puisqu'il y a quand même des clubs qui s'entraînent aujourd'hui et des clubs qui n'ont pas été concernés par les matchs de ce milieu de semaine. Et bien sûr, ce week-end, on a la journée, la 10e journée déjà. On arrive quasiment au tiers du championnat. Ça se dessine déjà un petit peu. Des équipes commencent à être un peu détachées. Malheureusement, Atlanta, on va y venir. Il y aura un gros passage sur Atlanta, mon équipe. Donc, écoutez, on va parler de ce qui s'est passé cette nuit. Cette nuit, mais c'est une folie. D'habitude, vous savez, on a 15 matchs. Cette nuit, il y avait seulement 11 matchs. Il y a eu 43 buts en 11 rencontres. Enfin, c'est plus de 4 buts par match. Truc de fou. On a eu 2 matchs où ça a fait 4 partout, les 2 équipes de New York. Donc NYCFC a fait 4-4 contre Cincinnati. Les Red Bull ont fait 4-4 contre DC. DC qui a retrouvé un Ty Baribo en feu, qui a mis un triplé. Columbus a enchaîné un petit peu mieux, hein. Ils sont un peu mieux depuis quelques temps. Ils ont battu les Galaxy 2-1 chez eux. Orlando, on va en parler aussi, qui s'est refait la cerise depuis le début depuis que le coach intérimaire a repris cette équipe et qui tabasse quand même, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ils ont tabassé Charlotte 4-1, ce qui n'est pas mince à faire vu l'adversaire. Toronto qui échappe de peu grâce à son gardien, on va y venir aussi, à une défaite encore une fois à domicile. Toronto aime se faire peur et ils font 3 partout contre Philadelphie qui va aussi un peu mieux. On a Atlanta, Atlanta qui continue à perdre puisqu'ils se sont inclinés chez eux une nouvelle fois face aux Revs. Dallas qui s'est fait surprendre à domicile par Minnesota. Minnesota, mine de rien, qui gagne encore sans Rames sur le terrain dès le départ et qui va faire un gros résultat à Dallas, qui est une belle équipe. Houston enfonce un peu plus San Diego en les battant 1-0 à domicile. Miami fait un énorme résultat parce que c'était un gros match à Salt Lake en gagnant 2-0 avec 2 bangers. LAFC match nul 0-0 et ils ont eu très très chaud contre les Rapids. Et enfin l'équipe qui tourne, qui est un peu à l'image de Vancouver de la saison passée, même si Vancouver confirme encore cette année, c'est San Jose de Bruce Arena qui éclate l'équipe fantôme de ce championnat, qui n'est autre que Austin, vous le savez à force, et qui leur a mis 5-1, avec des joueurs qui sont en train vraiment d'émerger et de montrer tout leur potentiel du côté de San Jose, qui sont en tête de la conférence. Donc ça va être le premier point, de toute façon, dans les tops. Vous savez, je fais les tops, les flops de cette nuit, donc c'est San Jose qui a éclaté donc Austin. C'est impressionnant. San Jose, c'est vraiment c'est 8 victoires en 9 matchs. C'est un Timo Werner qui enchaîne, bon il marque un péno mais 2 buts en 2 matchs. Face à une équipe d'Austin qui a tenu, hein. Brad Stuver fait 11 arrêts, il y avait seulement un 0 à la mi-temps. Et de la 78e minute à la fin du match, ils ont encaissé tout simplement 4 buts et ils menaient un 0 Austin. Mais voilà, on a cette équipe qui a plus de 5 de XG de San Jose, c'est énorme. Tsakiris est en train d'exploser, le jeune Tsakiris qui a aujourd'hui 20 ans. Bouddha, le jeune Bouddha. On a également Preston Judd qui était jusqu'à présent un attaquant, on va dire, moyen tout le temps dans les
second rôle qui rentre en fin de match. Preston Judd, cette saison, c'est 9 matchs, 5 buts, 2 assists. Et on a Timo Werner qui arrive affûté. On a des joueurs en défense qui donnent tout. On a Boleroux qui est incroyable au milieu, Daniel au but. Enfin voilà, on a une super équipe de San José qui, à l'heure où je vous parle, est en tête de la conférence Ouest avec 24 points. Bon, son Vancouver peut les rejoindre parce qu'ils ont un match de retard, mais on est quand même sur une équipe qui a 18 de différence de but et qui n'a encaissé que 4 buts en 9 journées. Donc tout simplement, bravo Bruce Arena. Bruce Arena qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, a déjà tout gagné et est certainement un des meilleurs entraîneurs de sa génération et même des futures générations. Donc franchement, bravo à cette équipe de de San José qui enchaîne magnifiquement bien. L'autre point intéressant, c'est les Revs qui ont été battre Atlanta, mener 1-0 et en 5 minutes 70e, 75e, ils ont retourné le match. 5 victoires en 6 matchs pour eux. Ils se replacent puisque aujourd'hui les Revs sont troisième de la conférence Est, ce qui n'est pas rien derrière Nashville et Miami tout simplement. Voilà. Donc vraiment bravo à eux. Carles Rilla à la baguette, Langoni, Dort Turgeman et surtout, je sais pas si vous avez vu, je l'ai repartagé sur X, le but de Youssouf qui a été refusé, qui avait mis certainement un des plus beaux buts de la nuit, une reprise de volée en entrée de surface dans la lucarne, refusé pour un hors-jeu. Enfin voilà, de Dort Turgeman qui ne gêne absolument pas le gardien d'Atlanta. Et le but refusé est tout simplement ridicule. Allez voir sur mon compte X, je l'ai repartagé. C'est complètement lunaire de refuser ce but. Un autre gardien qui a été très bon, c'est Hugo Lloris qui en est tout simplement à son 7e clean sheet en 8 matchs de MLS. Tout simplement, franchement incroyable, encore des arrêts fous. Aaron Long, c'est la bonne nouvelle dans cette équipe qui est de retour, le patron derrière. Mine de rien, on est sur une équipe de LAFC qui... alors oui, on va faire le top et flop parce que c'est un peu dans le même. Beaucoup on dit, ouais, Bouanga, Son, ça marque pas, cette équipe a du mal. On est sur une équipe qui quand même depuis la mi-février allez, on va dire 2 mois, a joué 15 rencontres. Rendez-vous compte, on est sur un début de saison. Les joueurs ne sont pas prêts. Les joueurs ont joué 15 matchs. Ils avaient 7 matchs sur le mois d'avril. Comment voulez-vous qu'une équipe puisse être au top avec un calendrier pareil? Ce que fait aujourd'hui LAFC en enchaînant tous les 3 jours des matchs de très haut niveau, parce que la CONCACAF Champions Cup, je suis désolé, là, t'es dans le carré final et avant en quart, t'as rencontré un gros. C'est que des gros. On est sur une équipe qui est quand même troisième de conférence, qui va aller en play-off, mais il n'y a pas d'inquiétude. Bouanga, Son, bah oui, Son a 34 ans, les gars, réveillez-vous. La MLS, oui, c'est la MLS, oui, il joue en première ligue, mais la MLS, c'est pas le championnat de District 5, c'est un championnat qui progresse. Donc oui, les joueurs comme Son ne sont pas amenés à se promener littéralement dans le championnat, mais Son sera beaucoup mieux quand il y aura un rythme plus sympa, plus sympa, plus tranquille. Je pense que jusqu'à la Coupe du Monde, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait un LAFC. C'est dans 50 jours la Coupe du Monde, hein, on le rappelle, un peu moins de 50 jours. Ne vous attendez pas à un LAFC flamboyant avec la CONCACAF Champions Cup et tout. C'est une équipe qui va assurer sa place dans les playoffs, qui sera en haut de tableau, dans le top 3 très certainement, et qui, mine de rien, est très solide. Ils ont eu seulement 28% de possession de balle, ils ont tenu 0-0, et bah oui, ils se reposent sur un Lloris, ils se reposent sur un exploit individuel, peut-être des fois de Bouanga, de Son, voilà. C'est un effectif qui n'a pas un effectif très profond, comme toujours, on se le dit à chaque fois. C'est un peu mieux cette saison, mais regardez, par exemple, ils ont un Eustachio blessé, qui est une pièce maîtresse, qui va pas tarder à revenir. Euh, voilà, bon, moi je pense que LAFC, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. En tout cas, face à eux, il y a une équipe de Colorado et un Rafael Navarro, mais c'est incroyable ce joueur. Rafael Navarro, je pense pas que ce soit un joueur qui aille un jour en Europe. Je pense que c'est peut-être un joueur qui retournera au Brésil ou qui ira dans une meilleure équipe de MLS, mais quel joueur! Franchement, super joueur, autant individuellement que collectivement. Je trouve ce joueur ultra complet. Alors, il n'a pas marqué cette nuit, mais on est sur un joueur qui, quand même, a mis 6 buts, 3 passes D en 9 matchs. Qui a 26 ans, est en train de prendre une maturité assez dingue devant et qui sait tout faire. Donc voilà, une équipe des Rapids très intéressante qui a cherché, mine de rien, pour eux c'est un bon nul, c'est même décevant de ne pas avoir gagné à LAFC, mais voilà. En tout cas, Dos Santos, le coach de LAFC,
a dit que c'était le match le plus compliqué de la saison, toutes compétitions confondues. Donc, ça veut dire quelque chose aussi du match de cette équipe de Colorado qui a posé des problèmes à LAFC. Une autre équipe qui a posé des problèmes à Miami, c'est Salt Lake, mais Miami on est venu à bout avec 2 buts, mais fous. Je pense que bah, Rodrigo De Paul a mis peut-être le but de la nuit et Luis Suarez top 3 ou deuxième. Enfin voilà, 2 buts de joueurs de grande classe qui font la diff, des DP, à l'inverse d'un Berterame, Berthe au grand pied, je vais finir par l'appeler celui-là, parce que franchement, c'est pâteau, c'est approximatif dans les déplacements, dans la finition. On parle d'un joueur payé 15 millions, vous allez me voir venir. Ben ouais, 2 buts cette saison, les passes D, il y en a 2. Le but qu'il met le week-end dernier, c'est un peu un coup de chance, c'est un coup de billard. Non, Berterame a encore des occasions pour marquer cette nuit et il ne le fait pas. Je pense qu'aujourd'hui, Miami joue avec 2 DP et demi. En tout cas, il montre pas sa pleine mesure. Enfin, Messi le sert en plus, il veut le mettre en confiance, mais le gars, tu sens qu'il a le pied qui tremble. Alors oui, cette nuit, il délivre une passe D. Ouais, mais, mais on est sur un joueur qui devrait être déjà à 5-6 buts en 11 rencontres avec Miami, c'est 2 buts, 2 passes D. Donc voilà, un petit peu creux Berterame. En tout cas, c'était, de ce que j'ai vu du résumé, un super match. Je ne sais pas si certains l'ont vu, j'ai vu le résumé, je l'ai trouvé hyper long, hyper intéressant. Salt Lake avec un Gozo en feu intéressant qui se fait refuser un but à la limite du hors-jeu pour mener 1-0. Peut-être que c'est pas le même match pareil derrière. Euh, on a un Diego Luna qui était malade, qui a pris une perfusion avant le match à la mi-temps parce qu'il était fiévreux. Non, 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 franchement, il n'y a pas à rougir de la défaite. Salt Lake a pris 2 bangers et vraiment, cette équipe est très intéressante avec Solans qui loupe également une belle tête, une ou deux actions que j'ai en tête. Mais voilà, on est sur 2 équipes de haut niveau et bien sûr, bah, la classe des DP de Miami a fait la diff. Autre point intéressant, c'est notre ami Evander qui est de retour. Eh oui, on l'attendait, il était meilleur sur les réseaux sociaux sur le début de saison, mais là, ça y est, il est de retour. Cette nuit, il a marqué un but qui fait de lui le Brésilien qui a marqué le plus de buts dans l'histoire de la MLS. Décisif sur les 3 derniers matchs, dépositaire du jeu dans un match complètement dingue cette nuit où Cincinnati a fait 4-4, doublé de Denki qui est à noter, Denki qui revenait de suspension. Donc voilà, un bon match de foot. Et dans le même match, on peut souligner également cette équipe de NYCFC avec un doublé de Mercao qui est incroyable. Franchement, c'est un match comme on les aime en MLS. Voilà, les matchs de midweek, sachez une chose, c'est toujours complètement dingue. Et ce match était vraiment bon. Ensuite, une autre équipe qui a été très très bonne cette nuit, c'est Orlando qui a éclaté Charlotte, clairement. 4-1. À Orlando, depuis que c'est le coach intérimaire, il faudrait peut-être songer à le conserver. Parce que bah, Orlando a 2 victoires, un nul, une défaite sur ses 4 derniers matchs. Donc vraiment intéressant. C'est un match qu'ils ont dominé vraiment. Ils ont posé des gros gros problèmes à cette équipe de Charlotte qui en a perdu ses nerfs. Bon, après dans les XG, Charlotte est devant, donc je pense qu'il y a un peu de réussite quand même pour cette équipe d'Orlando. Mais ce que je veux noter, c'est que depuis le retour de leur défenseur et capitaine Janssen derrière, c'est une équipe qui n'a encaissé que un but toutes les 90 minutes, alors qu'avant c'était 3,83. Je vous le disais, c'est un joueur clé, important. Quand il va revenir, ça fera la diff, ça le fait. Je pense que cette équipe d'Orlando va lancer sa saison. Il faudrait pas qu'ils soient trop décrochés, mais ils le sont pas vraiment, puisque bah, devant ça avance pas très très vite et que c'est une conférence qui est très très homogène. Ils sont à 2 points de Columbus qui est à 9 points et qui est dans les play-in, donc il n'y a rien de fait. Mais voilà, une équipe d'Orlando qui semble revivre, qui est intéressante. Défensivement, c'était vraiment là où ils pêchaient. Maintenant, voilà, à voir si d'ici l'arrivée d'Antoine Griezmann, ils sont toujours dans le coup, mais ça peut être intéressant sur cette suite de saison. L'autre point intéressant, c'est Minnesota qui est allé gagner à Dallas. 5 victoires, toutes compétitions confondues, avec 4 matchs à l'extérieur quand même en MLS, donc enfin même en coupe, donc faut le souligner. C'est une équipe qui joue sans Rames Rodriguez et parce que bah, le coach, mais il a raison, il va pas changer son équipe. Si il met Rames, il doit changer son dispositif.
Quand ton équipe elle gagne, tu ne peux pas. En tout cas, enfin voilà, c'est une équipe intéressante. Marcanic, buteur. Alors lui, vous le savez, un piston ailier, de latéral, il sait tout faire. On a un Chancalay, un Pereira, Triantis, voilà, Romero derrière qui revient à un très gros niveau. Romero derrière à surveiller. Calender, quand on le voit, hein, c'était déjà un bon gardien à Miami où ils l'ont pas trop respecté. Ils ont voulu mettre Oustari, le copain de Messi. On a vu la suite catastrophique. Et bah voilà, Calender dans de bonnes dispositions, qui n'est pas blessé, ça tient la route. Donc voilà, bravo à cette équipe de Minnesota qui, malgré le changement de coach, est toujours sur ils sont sur la continuité. Voilà, c'est toujours une équipe qui a pas forcément d'énormes moyens, mais qui est intéressante. L'autre équipe qui se replace bien, c'est Columbus, 3 victoires sur les 5 derniers matchs, sans Wessam Abouali, donc qui a les croisés, qui bat un LA Galaxy dont on va parler, qui était apathique jusqu'aux 5 dernières minutes. Ils se sont dit, tiens, si on commençait à jouer. Enfin bref, voilà, Columbus se replace et j'avais beaucoup de doutes sur Lidstrom au début de saison. Ça semble se mettre en place, mais c'est à confirmer, c'est encore très léger. Mais voilà, c'est beaucoup mieux que ce qu'on voyait il y a encore quelques semaines pour Columbus. Ensuite, je voulais parler des matchs fous, mais j'en ai déjà un petit peu parlé avec NYCFC Cincinnati. Et il y a eu les Red Bull New York qui ont fait 4-4 également contre DC. Baribo met un triplé, Baribo de retour, direct. Baribo, c'est beau la vie, ouais, allez, c'était facile. Mais voilà, Baribo, c'est 6 buts en 8 matchs. On rappelle 18 buts en 32 matchs l'année dernière avec Philadelphie. On se posait beaucoup de questions sur DC. Moi, j'étais assez confiant sur la reconstruction qu'il faisait. En tout cas, intéressant des deux côtés parce on a donc Baribo qui brille, mais de l'autre côté, on a Doncor, on a Julian Hall qui marque encore une fois, Ruvalcaba enfin décisif, Ruvalcaba qui est plutôt intéressant, mais qui avait du mal. Il avait déjà marqué un but, mais je le trouvais intéressant, mais très très poussif dans la finition, donc ça va lui faire du bien ce doublé. Et voilà, deux matchs fous dans les équipes de New York. Et le dernier match qui m'a plu, c'est Toronto-Philadelphie. Alors, Philly va mieux, Philly encaisse toujours trop, mais c'est une équipe qui n'est pas décrochée, qui a mené 2-0. Toronto est revenu à 2-2. Ils ont mené 3-2 Philly avant de prendre un but par Lucas Gavran, pardon, à la 96e minute de la tête. Voilà, bon, tu te fais égaliser par un gardien à la toute dernière seconde, ça doit te faire un petit peu mal au crâne. Mais non, je pense que Philly va réussir à relever le tir. C'est une équipe que tout le monde apprécie, qui mine de rien, bon, une victoire, deux nuls sur les 3 derniers matchs, il y a du mieux, ils encaissent toujours un petit peu trop, mais cette équipe peut mieux faire, il y a encore de la qualité, là ils vont enchaîner avec un match à Columbus, ensuite ils ont une réception de Nashville qui va pas être évidente, mais voilà, moi je crois en cette équipe et je crois en Bradley Carnell, même si il me fait un peu peur et que bah, on verra si ma théorie du coach d'une seule saison se vérifie en fin de saison. Mais pour moi, c'est un coach qui a des idées. Tu peux pas être un coach qui met des choses en place que sur une saison. C'est pas possible. Tu peux pas être un one shot. Enfin voilà. Bon après, vous allez me dire Arnaud Slot à Liverpool, c'est un peu pareil. Est-ce que Carnell n'a pas bénéficié du travail de Schmetzer comme on dit que Klopp a fait bénéficier Slot. Enfin bref, voilà. C'est des comptes d'apothicaire. On verra un peu plus tard. Mais voilà, moi je pense que Philadelphie, il y a du mieux. Face à eux, on a un Toronto qui, une fois de plus, mené de 2 buts, se fait peur, revient à la toute fin. Toronto, mine de rien, c'est une équipe qui est dure à battre. Je vous avais dit un peu avant l'intersaison que c'était une équipe qui avait bien fini l'année dernière à domicile, qui était chiante à manœuvrer. Et bah écoutez, Toronto, mine de rien, c'est 7 matchs sans défaite. 7 matchs sans défaite, il y a 4 nuls, mais il y a 3 victoires. Donc c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer, qui est aujourd'hui sixième de la conférence Est et qui, je pense, sera dans les playoffs à la fin de saison. Et bah écoutez, on va passer au flop et on va passer à mon petit dossier Atlanta, mon équipe, vous le savez. Depuis 2018, je suis tombé fan de cette équipe que je regardais attentivement, où je regarde tous les matchs. Ça fait maintenant 2 saisons où c'est plus sur la télé que je le regarde, mais sur le téléphone, le match d'Atlanta, donc je switch avec tous les autres. On est clairement sur une équipe qui est malade, mais à un point, mais c'est, comme je vous le disais l'autre jour, c'est une mort cérébrale. C'est Atlanta, jusqu'à la 70e minute, ça maîtrise plus ou moins le match. Moi, je trouve que c'est plutôt cohérent. Des occasions non converties. Et 70e, tu prends un but, et là, les mecs, pouah, ils sombrent. Terminé, au revoir, fin du bal. Hop, on paye pas les musiciens, ils se sont barrés, les mecs. Ils ont 77e, 2-1. Enfin, ils menaient 1-0, voilà. Et 2-1 en 5 minutes, tu fais, mais c'est pas possible. Et ensuite, plus rien. Les mecs se regardent tous dans les yeux vides.
Le stade vit 30 000. Alors oui, il y a eu, vous imaginez quand même le Mercedes-Benz Stadium, c'est quand même un stade qui fait plus de 70 000 places. 30 000 personnes annoncées hier soir, et je vous invite à regarder la photo que j'ai repartagée. Il n'y a pas 30 000, je pense qu'il y a 10 000 à peine. Le stade est très grand, mais MLS et à Atlanta, ils aiment compter les abonnés. Donc, s'il y a 20 000 abonnés, ils vont compter 20 000 personnes, quoi qu'il arrive, à tous les matchs. Donc, c'est complètement faussé. Bref, c'est un stade vide. On va dire c'est en semaine, mais je pense que ce week-end, euh, bah, Atlanta va encore faire. Ah non, non, ce week-end, ils vont à Toronto, mais on verra début mai ce que ça va donner. Mais cette équipe d'Atlanta, c'est plus possible. Enfin, Emmanuel Latella, n'est plus titulaire. Vous dites que Fafa Pico a mis plus de buts que lui en jouant 2 matchs et demi, je pense. Lobianidze. Si, la seule satisfaction, on va dire, c'est Miranchuk. Miranchuk en faux neuf qui a été intéressant. Après Gregerson qui va sur le banc et l'autre Beroka, l'autre nulos là, qui revient sur la pelouse, je comprends pas. Tu fais tourner ton équipe, tu enlèves Jacob, tu mets Amador, bon, soit. Bref, je sais pas. Tata Martino, dans sa conférence de presse hier soir, a dit que s'il n'avait pas eu un passé glorieux avec Atlanta, il se serait déjà fait virer. Je pense qu'il a raison. Euh, Même si Atlanta est une équipe qui fait tout le temps confiance à ses coachs, je pense que Tata Martino, si ça continue d'ici 2 3 matchs, il peut se faire virer. Mais je relativise maintenant où je critiquais beaucoup Pineda, j'ai critiqué beaucoup les coachs d'Atlanta et Quentin Vesberg, quand je l'avais eu, on en avait discuté, il me disait que c'était beaucoup plus profond que ça, que je pouvais pas imaginer. Bah, je commence à l'imaginer, je me dis que c'est une pure dinguerie ce que ce club est en train de devenir. Je pense pas qu'il y ait des mauvais joueurs dans cette équipe. Non, je suis pas sûr qu'il y ait des mauvais joueurs à Atlanta. Je pense que le contexte est horrible, que les mecs sont au fond du gouffre, même s'ils gagnent un match, le match suivant ils le perdent de confiance. Bref, ce club est malade, ce club végète depuis maintenant 3 saisons, même plus, et je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Joueur après joueur qui arrive, c'est de pire en pire en fait. Atlanta est aujourd'hui dernier de la conférence Est. Et je ne sais pas, je ne vois pas de pire équipe qu'Atlanta pour le moment. Voilà. Pour moi, c'est la plus mauvaise équipe dans le jeu de MLS. Euh, Conférence Est, parce qu'il y a quand même SKC de l'autre côté qui nous permet de ne pas être les plus nuls de MLS. Parce qu'SKC, et encore, je pense qu'SKC a plus de volonté, parce que les mecs d'Atlanta, ils jouent au petit trot à 2 à l'heure comme des sénateurs. Donc ça dérange aussi. Bah écoutez, l'autre équipe qui me déçoit, mais vous savez que j'en ai un peu rien à faire de cette équipe, c'est Austin. C'est 8 matchs sans victoire, 5 défaites, 3 nuls. Voilà, tout est dit. Merci, au revoir. San Diego, voilà, ça m'intéresse. Un tir cadré pour San Diego. On en est loin du San Diego qui déroulait but sur but. Et ça va me permettre en même temps de répondre à la question d'un des abonnés, Cassie Anderdono, qui m'a demandé en rigolant ce que je pensais de 5 matchs, 4 cartons rouges et 0 victoire pour San Diego. Et ensuite, il me demandait, mais comment tu peux changer un tel visage d'une saison à l'autre. Moi, j'ai ma petite théorie. Je pense les équipes d'expansion en ce moment, enfin, depuis Saint-Louis, on a eu le même cas à Saint-Louis. Souvent, c'est des équipes un peu inattendues, qui surprennent, qui sont tout en joie, qui font des super choses. Et la deuxième saison est toujours plus compliquée. Les autres équipes prennent la mesure, les joueurs sont installés, il y a un peu de changement. Je pense que la première saison, tu peux surprendre tout le monde parce que personne t'attend. T'es dans l'euphorie de ta première saison de l'histoire en MLS, t'as les supporters derrière toi, et puis après ça retombe un peu la deuxième saison. C'est pas évident de confirmer 2 saisons de suite. Donc je pense tout simplement que c'est rentré dans l'ordre. Il y a des choses également qu'on voit. Un McVie l'année dernière était dans les meilleurs défenseurs de MLS. Mais je suis désolé, McVie, ça a jamais été un très très bon défenseur. Ça a toujours été un défenseur moyen. On a Manu Dua qui fait quand même pas mal d'erreurs. Bah, du McVie aussi. On a un Dverskov qui ne peut pas non plus tout faire à tous les matchs et qui a 33 ans. Hannibal Godoy, lui est encore, et je crois il est plus âgé, il a 36 ans, donc on a quand même 2 joueurs assez âgés au milieu. Dreyer, Lewis Morgan, c'est fort, mais ça peut pas tout faire tout seul devant. Donc voilà, moi je pense que c'est rentré dans l'ordre. Il y a le gardien Ferré, CJ Dos Santos, Cisniega, voilà. Il y a un peu d'instabilité à certains postes. Il y a des joueurs qui commencent à être âgés. Il y a que les autres équipes les attendent. Et il y a moins de réalisme. Et quand tu joues face à une équipe de Houston qui peut te crever à tout moment, et ben voilà, tu fais pas la diff et tu perds. Bref, c'est
C'est quand même une équipe qu'on aime regarder jouer, mais qui peut, à mon avis, très vite perdre confiance, cette équipe de San Diego. Je pense que cette deuxième saison va être beaucoup plus compliquée, qu'ils vont plutôt lutter pour aller dans les playoffs que y être automatiquement ou plus facilement. Et enfin, bon, bah, c'est la dernière équipe qui m'a déçu, c'est les Galaxy. Ils sont clairement venus en touriste à Columbus. Enfin, j'aime beaucoup Greg Vanney, mais là, il va falloir rendre des comptes à un moment parce que ça commence à être très compliqué dans le jeu. Là, la tuile, c'est que bah, Joao Klose est blessé, va être indisponible à un long moment. Nascimento aussi. T'as Riqui Puig qui est plus là. Donc clairement, c'est une équipe qui n'est pas épargnée non plus par les blessures, mais bon, le staff médical, c'est un peu comme Schmetzer à Seattle, faut se poser les bonnes questions. Pourquoi tu as tant de blessés? Donc voilà, moi, cette équipe des Galaxy, on l'aime beaucoup, hein, on aime bien les joueurs qu'il y a, mais peut-être qu'un nouveau cycle est nécessaire. Voilà, écoutez, on va attendre de voir. Je pense qu'ils vont pas bouger tout de suite sur Greg Vanney, vu que comme ils l'ont conservé l'année dernière. Mais là, tu n'as plus l'excuse sur Ricky Puig. Maintenant, c'est plus possible. Bah écoute, on a fait le tour un peu du débrief de cette nuit qui a été mine de rien long alors que j'ai pas vu un match, j'ai vu que les résumés, mais il y avait des choses à dire. Quelques actus club. Avant de passer au fantasy, donc comme je vous l'ai dit, Joao Klose va être opéré d'un ligament au pied, il va être absent jusqu'à la Coupe du Monde, il va revenir normalement après. Le staff médical a jugé que c'était plus intéressant de l'opérer et que ça le protégera mieux à long terme. Du côté de New England, donc on avait eu une info comme quoi Brian Ceballos allait être absent 8 à 10 semaines. Non, le coach a dit qu'il était au jour le jour, qu'il veut être prudent, pas prendre de risques, mais qu'il sera bientôt de retour, donc c'est une très bonne nouvelle. Du côté de Saint-Louis aujourd'hui, donc le 23 avril, Sangbin Jeong et Orozco étaient absents de l'entraînement. À Chicago aujourd'hui, Barroso, Jonathan Bamba étaient absents. Sam Rogers et Chris Muller, eux, étaient présents. Donc voilà un peu pour les très peu d'infos qu'on a à l'heure où j'enregistre, c'est le 19h45 heure française. Donc restez connectés sur mon compte X pour les dernières infos de ce soir et les rapports de disponibilité qui tomberont demain avant la deadline pour les joueurs fantasy, so rare j'espère, donc avant minuit. Eh ben écoutez, on va passer maintenant au match du week-end parce que voilà, la MLS ne s'arrête jamais, la MLS enchaîne. Donc allez, on est parti pour les matchs du week-end et la 10e journée de MLS. La journée, elle va attaquer donc samedi à 19h heure française, donc avec un Toronto-Atlanta. Croyez-moi que je serai bien devant ce match. J'ai très très peur pour Atlanta. Euh, qui va face à une équipe, comme je vous l'ai dit, qui est invaincue depuis maintenant 7 matchs. Cette équipe de Toronto est même bien plus à domicile puisqu'il avait fait une énorme série l'année dernière. Et Atlanta n'a pas fait un résultat positif à l'extérieur cette saison. Bon, ils ont quand même joué 6 matchs à domicile et 3 à l'extérieur pour 3 défaites. Donc clairement, pour moi, dans ce match, si vous êtes un joueur fantasy, un parieur, je vous invite à aller clairement sur Toronto, d'aller sur un joueur comme Salois, Daniel Salois, Josh Sargent, ça peut être intéressant. Et je pense même que Zimmerman, Gavran, le stack peut être intéressant en termes de clean sheet. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match, hormis que Toronto est largement, est favori dans ce match. Un match à 20h30 heure française qui est intéressant et c'est le CF Montréal qui va recevoir NYCFC. Gros morceau hein, pour Montréal, ça va être un bon test à domicile. Une équipe de NYCFC qui patauge un petit peu là dernièrement, qui n'a plus gagné depuis 5 matchs en MLS et qui malgré le fait qu'il marque des buts, on encaisse beaucoup et cette équipe de Montréal, je pense, a regonflé les batteries, la confiance après un énorme match contre les Red Bull New York. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé vu qu'ils n'ont pas joué cette nuit, mais Montréal m'a beaucoup plu le week-end dernier. A confirmé, avant de dire que, bon, Donadel, tu n'es plus là, et cette équipe gagne sans toi. On va attendre un petit peu, on va pas s'enflammer. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette équipe de Montréal qui a donné tout. On a eu un Samuel Piet qui a fait le boulot qu'on lui demandait en termes de récupération, de relance. Un Lotouri qui est buteur, donc ça va lui faire beaucoup de bien également à lui. On a également eu un Prince Owuzu qui s'est très bien trouvé avec le meilleur joueur de l'équipe qui n'est autre qu'Ivan Raimé et qui joue. Et je pense que voilà,
si Ivan Raimé continue de jouer à ce niveau, Wiki Carmona est sur le retour. Voilà, Montréal est dans le coup pour les playoffs. C'est vraiment dommage de ne pas avoir capitalisé un peu plus tôt et de pas avoir viré Donadel plus tôt, tout simplement pour que Lafroy ou un autre coach mette les bons joueurs sur le terrain. Voilà, tout simplement. Là, les Montréalais, ah putain, ça y est, je m'énerve, j'ai dit je m'énerve pas. Les Montréalais, vous pouvez vous en prendre qu'à Donadel sur le début de saison et à ceux qui l'ont pas viré au mois de décembre l'année dernière. Parce que peut-être que le coach actuel ou un autre aurait mis Ivan Raimé, il aurait arrêté de faire je ne sais quoi, de tenter des choses. Bref, aujourd'hui, Montréal, il faut qu'il y ait de la régularité dans le 11 parce que t'as pas beaucoup de profondeur. Et il faut mettre les meilleurs joueurs sur le terrain si tu veux gagner des matchs. Donc voilà. Un match à 22h45 qui va être intéressant, mais attention, c'est Minnesota LAFC. Pourquoi attention? Parce que LAFC va enchaîner en milieu de semaine prochaine avec son match de CONCACAF Champions Cup à domicile, mais contre Toluca. Cette équipe de Minnesota est on fire, comme je vous l'ai dit. Ils sont quand même sur 5 matchs de suite à gagner, 6 matchs sans défaite. À domicile, c'est une équipe qui ne perd pas, qui n'encaisse pas, parce qu'à domicile, c'est quand même 5 clean sheets en MLS cette saison. Sur ces 5 derniers matchs, c'est 5 clean sheets en MLS. Donc clairement, Minnesota peut repasser au classement puisqu'ils ont 17 points chacun devant LAFC, pardon. Et je pense que Joaquin Pereira peut être intéressant. Calendar, vu la peine qu'a LAFC, et je pense qu'LAFC va faire tourner. Ça m'étonnerait que Banga Son démarre. Je pense qu'on va avoir un turnover. Donc clairement, le clean sheet se tente du côté de Minnesota selon moi. Romero, Calendar, un Triantis au milieu peut être intéressant. Chancalay, Pereira, Yeboah. Bref, si vous avez des joueurs de Minnesota, vous pouvez les tenter. Pour moi, c'est très intéressant. On passe maintenant au match de la nuit. Donc à 1h30 heure française, on va avoir un Cincinnati Red Bull New York. Donc deux équipes qui ont fait 4-4 sur cette midweek. Cincinnati, on est quand même sur une équipe qui a encaissé 4 buts au dernier match, 3 buts au match d'avant et 4 buts encore. Alors il y a eu Toronto un partout, ensuite 4 buts, 3 buts contre Montréal. On est sur une équipe de Cincinnati qui a quand même encaissé 23 buts. C'est sur les 5 derniers matchs, je vous dis des bêtises, ils ont encaissé 15 buts, mais ils en ont mis 14. Et les Red Bull New York en ont encaissé 18. Donc on est quand même sur deux défenses complètement poreuses. Je pense que ça peut être un match pour Evander et Denki. Ça va être un bon stack si vous les avez. De l'autre côté, il y aura des buts, je pense aussi. Donc Hall va être intéressant. Forsberg, je sais pas, j'ai du mal. Je le trouve vieillissant et un peu pâteau. Donc Ruvalcaba, Hall d'un côté. En tout cas, je vois pas de clean sheet. Et de l'autre côté, vous avez bien sûr Denki et Evander qui vont être très intéressants dans ce match. En même temps, on aura un Columbus-Philadelphie. Donc Columbus qui se replace en play-in à 4 points d'avance sur son adversaire du jour. Pareil, deux équipes qui ont encaissé plus qu'ils ont marqué cette saison. Mais, Philadelphie n'a pas perdu depuis 3 matchs. Columbus a une seule défaite sur ses 5 derniers matchs. Donc je pense qu'on peut avoir un match assez serré entre ces deux équipes. Diego Rossi va être pour moi un joueur intéressant et attendu. On a vu Gazdag qui est de retour et qui a marqué cette nuit. Il était titulaire, c'est sûr, avec la blessure de Wessam Abouali, il va jouer. Donc Gazdag Rossi peut être intéressant. Hugo Picard a fait un très très bon match. Mine de rien, il est décisif sur ses dernières sorties. Donc voilà, pourquoi pas un Rossi, Picard, Gazdag intéressant, Arfston toujours. Et Philadelphie, c'est un peu plus compliqué de trouver des pics, donc je ne me prononcerai pas sur cette équipe à l'extérieur. On a un match entre DC et Orlando à 1h30. Donc DC est quand même sur une série un peu compliquée, hein. Toute compétition confondue, c'est 3 nuls et 3 défaites. Éliminés par One Knoxville en Coupe des États-Unis. Face à eux, on a une équipe qui va un peu mieux d'Orlando. Donc un match assez indécis où je pense que DC à domicile reste une équipe solide, dure à manœuvrer. Je dis ça, mais ils ont encaissé énormément de buts sur les derniers matchs. Et Orlando a peut-être une épingle à tirer. Je pense qu'on peut avoir un match à but. Donc Baribo est de retour d'un côté. De l'autre côté, à Orlando, on a quand même des joueurs comme Oreda qui vont se mettre à jouer, hein. Je peux pas me dire qu'Oreda ne va pas être décisif plus souvent cette saison. Donc voilà, un match indécis quand même. Si j'avais des joueurs, j'irais peut-être pas les tenter forcément. Sean Johnson, je vous l'aurais peut-être dit, mais il est un peu dans le dur en ce moment. Donc voilà, j'attendrai de voir.
Un match-up très sympa, c'est l'Inter Miami qui reçoit les Revs. L'Inter Miami, bon, qui enchaîne et qui est toujours invaincu. Miami, hormis sa défaite au premier match contre LAFC, n'a plus perdu. C'est une équipe qui est deuxième de la conférence derrière Nashville, qui à domicile n'a fait que 2 matchs, mais qui a fait 2 nuls. Donc voilà, il y a un petit symptôme à domicile, mais face à eux, on a une équipe des Revs qui a fait 4 matchs à l'extérieur, qui a pris 9 buts et qui n'a pris 3 points. Donc pour moi, je vois clairement Miami favori. Donc bah, vous le savez, Messi va être intéressant d'épaule. Mais je ne sais pas si on peut penser à un clean sheet. Miami fait un clean sheet qui est un peu trompeur à Salt Lake où ils ont beaucoup subi. Avant ça, ils avaient fait 4-5 matchs sans clean sheet. Donc je vois pas trop de clean sheet, donc peut-être un Carles Reel toujours intéressant, Dort Turgeman également de l'autre côté, donc voilà, mais à privilégier bien sûr vous avez Messi, De Paul de l'autre côté, hein. On passe à 2h30, 2h30 on aura un Austin-Houston, donc un match avec deux équipes texanes. Et ben Houston va mieux. Houston a gagné ses 2 derniers matchs de MLS, c'est son match de Coupe des États-Unis, parce qu'avant ça c'était quand même 3 défaites de suite. On a un Guilherme qui est toujours en forme, une équipe de Houston qui encaisse moins, face à eux une équipe qui est sur 9 matchs sans victoire. Moi je pense que Houston est favori, mais attention c'est toujours un derby, la région, l'État, le Texas, voilà, les cojones comme dirait De Zerbi. Donc on ne sait pas ce que ça peut donner, ça peut être des matchs un peu fous, mais je vois des buts, je vois bien un petit Guilherme encore décisif, et pourquoi pas un Maglin qui avait marqué un doublé lors du dernier match face à Austin. Chicago qui n'a pas joué en milieu de semaine va recevoir SKC qui n'a pas non plus joué en milieu de semaine, donc gros déplacement pour SKC, donc qui traverse la conférence. SKC, bon bah c'est 5 défaites de suite actuellement, 3 défaites à l'extérieur. Cette saison, on est face à une équipe de Chicago qui est sur 5 matchs sans défaite, 4 victoires, 1 nul. Donc clairement, je fais de Chicago mes favoris. Bamba n'était pas présent, mais par contre, bah, vous avez un Zinkernagel, un Kuipers qui vont être très intéressants. Mais, attention, Chicago est plus solide cette saison, mais en face, on a Joe Veljic qui est capable d'allumer un pétard à tout moment. Donc voilà, j'irai pas forcément sur le clean sheet, mais si vous avez Chris Brady, je pense que ça reste quand même un pic intéressant et à tenter si vous n'avez pas d'autre chose. On a un match qui va être très sympa, c'est Nashville qui va recevoir Charlotte. Pareil, attention Nashville qui va aller, non, qui reçoit les Tigresses donc la semaine prochaine. Donc il y aura 3 jours entre leurs 2 matchs, ça fait très court. Je, je ne serais pas étonné que Nashville fasse tourner, mais Nashville, à chaque fois qu'ils font tourner, ils surprennent les équipes. Ils avaient gagné à Charlotte après un match de CONCACAF Champions Cup, ça a été un peu tendu. Nashville a vaincu depuis 3 matchs, Charlotte qui a pris une gifle à Orlando et qui va aller à Nashville. Donc vraiment, Nashville, je ne tenterai pas le diable. Je pense que moi j'ai pas mal de joueurs de Nashville, j'ai même un stack, je vais pas les tenter, je vais les mettre en All-Star sur Sora ou dans ma dernière équipe pour tenter le streak. Mais du côté de Charlotte, peut-être que un Zaha peut être intéressant, un Pep Bill, mais voilà, je n'irai pas faire de folie sur ce match. Un autre match qui sera à 2h30, c'est Saint-Louis qui reçoit San José. Gros morceau pour Saint-Louis, qui allait un peu mieux avant de rechuter au Sounders et de perdre 4-1. Avant ça, c'était 4 matchs sans défaite. Une victoire en coupe et une en MLS, 2 matchs nuls. Cette équipe de Saint-Louis, je ne sais pas encore quoi en penser. Ils ont retrouvé Loven qui va leur faire du bien. Marcel Artel était en conférence, il semblait assez confiant. Mais face à eux, bah, ils ont certainement une des équipes les plus en confiance de MLS. 8 victoires en 9 matchs pour cette équipe de San José qui déroule. Donc je vois bien cette équipe de San José avec un Timo Werner, Tsakiris intéressant, Preston Judd marquer quelques buts. Mais c'est une équipe qui est également solide. Donc si vous voulez tenter le diable et que vous avez Daniel, peut-être que c'est à tenter face à Saint-Louis qui trouve, enfin qui a du mal à trouver les chemins défilés. À 3h30, on aura San Diego Portland. C'est un peu le match de la peur entre deux équipes très médiocres cette saison. Euh, Portland à l'extérieur, vous le savez, c'est une équipe qui a fait 4 matchs, qui a pris 0 points, 10 buts encaissés, 4 buts marqués, qui déjà l'année dernière était nul à l'extérieur. Donc c'est peut-être le bon match pour San Diego et pour se relancer. En tout cas, du Dreyer, du Dverskov, ça va être intéressant sur ce match-up. Donc voilà, clairement San Diego, même s'ils ont joué en midweek, sera favori pour moi sur ce match face à Portland. Même si à Portland, attention, vu que San Diego encaisse,
Je pense que Velde est intéressant sur les derniers matchs. Il est tout le temps décisif, très remuant. C'est vraiment un joueur intéressant, Velde. Donc voilà, pour moi, c'est un peu le pic à tenter du côté de Portland. Il y aura un Seattle-Dallas qui va être intéressant. Donc Seattle qui reçoit Dallas. Seattle n'a pas joué en midweek, donc aura l'avantage du terrain et de la fraîcheur. Rusnak n'était pas à l'entraînement hier, donc à suivre sur les 2 derniers jours, mais en tout cas, il a été très très bon le week-end dernier, donc s'il est là, Rusnak, vous savez que c'est à tenter. Osas de Rosario également, Musovski, Christian Roldan peut être également intéressant, mais du côté de Dallas, bah, on a toujours Petar Musa, donc voilà pour moi les pics intéressants sur ce match, même si Seattle à domicile c'est être solide. À 4h30, on aura un Vancouver-Colorado. Et ben, je pense que Vancouver va être frais et va vraiment avoir cet avantage. Il reste quand même sur 3 matchs de suite avec des victoires en marquant 3, 2 et 3. C'est une équipe qui à domicile est très solide, qui a déjà marqué 22 buts, qu'on a encaissé que 4. Colorado a mis 21 buts mine de rien, mais avec un match de plus, on a encaissé 15. Donc je pense que clairement, là vous avez un pic sympa qui est Berhalter, vous avez Kubas, vous avez Brian White, vous avez Müller, enfin, vous les connaissez au Campo, enfin, vous savez à Vancouver, c'est toujours intéressant, même Takaoka. Et enfin, le dernier match qui aura lieu lundi, donc dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du mat, c'est LA Galaxy Salt Lake. LA Galaxy avec la pression quand même, hein, parce que c'est une victoire sur ces 7 derniers matchs. Face à eux, ils ont une équipe qui a perdu contre Miami, Salt Lake, mais qui a fait un très bon match. Donc pour moi, Salt Lake, c'est intéressant avec, vous le savez, Gozo, Guilavogui, leur force offensive. Vous avez Luna, mais en face, vous avez du Pincy, vous avez du Peck. Ça peut être un match sympa avec des buts pour le Sunday Night Match. Donc voilà. Eh ben écoutez, on arrive au bout de cet épisode. Un grand merci à tous de l'avoir suivi. Comme je vous l'ai dit, comme je vous le dis à chaque fois, si vous pouvez, merci de noter le podcast, de le repartager, ça permet de le référencer. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de MLS Time.